Vous êtes-vous déjà demandé si vous seriez prête à mettre en joue le monde entier afin que votre artiste favori, qui ne bénéficie d'aucune ou d'une assez basse popularité au sein du monde de la musique, puisse, grâce à vous et votre dévotion la plus totale, finir par exploser aux yeux de tous? Eh bien, c'est ce que s'est posé comme question le jeune psychopathe de l'histoire du jour, qui va mettre en œuvre, grâce à l'essor d'Internet, l'une des tueries de masse les plus importantes de l'histoire de son pays, hisser jusqu'au sommet du monde son groupe d'idoles favori. Alors, installez-vous bien, et on est parti. Notre histoire prend place d'aujourd'hui au sein du Japon actuel, où nous y suivons la vie du jeune Nasu Tadahiro, notre protagoniste du jour, un employé issu d'une petite supérette dans la banlieue de Tokyo, et qui possède, comme beaucoup de futurs psychopathes, une vie assez terne et ennuyante. Peu après avoir quitté le domaine scolaire, après avoir obtenu ses diplômes, il va décider d'aller travailler. Et au vu de l'état de sa mère, il n'a pas vraiment d'autre choix. Ah oui, car petit récapitulatif. En fait, Nasu Tadahiro vit en compagnie de sa mère qui est alcoolique et dépressive et qui ne trouve que comme seul moyen de gagner son pain, de passer ses journées à boire. Du côté de Nasu, travailler est son seul gagne-pain pour s'émanciper justement de toutes ces disputes qui drainent son énergie, face à une mère avec qui les discussions finissent toujours par de grosses échauffourées. Mère qui est d'ailleurs au passage plus un bourreau qu'autre chose. Nasu, ne comprenant pas vraiment pourquoi sa mère lui fait vivre tout cela, va commencer petit à petit, psychologiquement, à vriller. Ajoutez à cela en parallèle l'harcèlement auquel il a dû faire face un peu plus tôt dans sa jeunesse, tout au long de sa scolarité, et vous accumulez alors les traumatismes qui vont être enfouis en lui, ce qui va alors permettre à toute la haine et la rage et la psychopathie de Nasu Tadahiro de sortir au grand jour petit à petit. Sans compter que tous ces ingrédients vont permettre à Nasu de devenir un tueur en série quasiment omniscient. Mais bonjour l'ambiance. On a comme début d'histoire un jeune homme traumatisé et vide, respecté par absolument personne, pas même sa mère, qui ne pense qu'à son confort personnel et qui délaisse sa santé ainsi que son état physique, et qui ne voit pas son fils noyé sous les coups des traumatismes qu'il subit injustement. Et en plus, franchement, à votre avis, qu'est-ce qui pourrait aggraver la situation? C'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie. Bon, à partir d'ici, vous devez vous demander alors, mais quel est le rapport avec le groupe d'idoles pour lequel Tadahiro est fan, vous allez me dire? Eh bien, c'est justement là où le récit commence. En fait, il faut savoir que avant de trouver son travail, lorsque Tadahiro était à l'époque encore harcelé au lycée, un jour, après avoir été passé à tabac, il va croiser le regard de cette jeune fille, qui assistait impuissante à la scène d'horreur qui se déroulait juste sous ses yeux. Peu après ce moment terrible, elle ira de suite apporter son aide à un Tadahiro alors médusé par ce qui venait de lui arriver, et c'est à ce moment-là que pour la première fois depuis longtemps, au vu du regard de Tadahiro, nous comprenons que quelqu'un faisait preuve de considération envers sa personne. Et c'est juste à cause de ce simple acte de gentillesse qu'il va alors dévouer une obsession maladive pour la jeune femme en question. Et qui est cette jeune femme et qu'a-t-elle à voir avec Tadahiro? Eh bien, cette jeune femme porte le nom de Misaki Kanzaki, et je peux vous assurer que son cauchemar ne fait que débuter. Misaki est une jeune idole qui travaille dans le groupe de K-pop qui porte pour nom Les Fées. Nom de groupe très mal choisi, car il n'y aura rien de féerique dans ce qui va se passer, croyez-moi. Misaki travaille énormément dans le but de devenir une star internationale avec son groupe de K-pop. Mais le travail d'elle ainsi que de ceux qui partagent ses ambitions, ils ont certes quelques fans à travers les réseaux sociaux, mais sans plus. Ses performances avec son groupe durant les répétitions ne parviennent pas à attirer un peu de lumière sur son groupe. Du côté de Misaki, elle va sortir un peu avec ses proches et alors va survenir sur une discussion sur comment attirer et créer plus d'engouement autour de leur groupe. Par quelle étape faudrait-il passer, etc. De son côté, Tadasu, maintenant mort et en paix, se réveille, sans mauvais jeu de mots, comme étant devenu un être omniscient.
qui est capable dorénavant de pouvoir contrôler et se déplacer via le réseau électrique, tout simplement. Les modes de communication tout entières vont alors devenir son terrain de jeu. Et la confiance en lui va très vite s'installer afin de faire régner la terreur pour y laisser briller Misaki et alors anéantir toute forme de lumière chez le reste de la planète. Mettre des bâtons dans les roues des enquêteurs qui seront chargés de trouver les raisons des meurtres qu'a orchestré ce dernier, voilà quelle sera la première tâche de Tadasu, afin d'empêcher quiconque de remonter jusqu'à lui, à moins qu'il ne le veuille de lui-même. Sur sa première victime, qui était son patron par exemple, ce dernier ne faisait que l'exploiter et se moquait de lui ouvertement avec d'autres de ses collègues. Voilà ici où va surgir donc sa première vengeance purement personnelle. Et comme tout futur tueur en série qui se respecte, il ne va pas attendre avant de faire de sa prochaine victime instaurer un climat de terreur si on ne laisse pas sa Misaki tranquille. Voilà comment tout du long va résonner au sein de l'esprit de Tadasu le plan à suivre. Quelles que soient les critiques et d'où qu'elles viennent, il n'y aura de peine ainsi que de pitié pour absolument personne. D'ailleurs, sur cet aspect de tension et de terreur, où l'on va vraiment avoir peur pour le personnage ainsi que pour ceux qui partagent son récit, l'auteur va réussir à retranscrire une atmosphère très pesante grâce au crayonnage ainsi qu'à la maîtrise des jeux de couleurs qui vont varier entre le noir et le blanc et le gris, sur des mises en scène toutes plus incroyables les unes que les autres. Et il y a un point particulier où je souhaite accentuer mon propos pour que vous puissiez comprendre l'impact de la manière de penser de Tadasu, et cet impact se régit sur les sentiments. À la fois étant un homme toxique, sociopathe et fou, et un peu faible sentimentalement et mentalement parlant dès que l'on s'attarde un peu trop sur sa Misaki, maintenant qu'en une seule étincelle il peut faire plier le monde à sa volonté, il n'en sera plus à son coup d'essai, vu qu'il peut se déplacer où il veut quand il veut, il peut retenir littéralement le monde entier en otage. Tout ça à cause de la société qui n'aura jamais vu en lui un homme, mais juste malheureusement un chiffon sur lequel il passait ses nerfs. Oui, voilà. Pour cette raison simple, il ne laissera personne essayer de s'approcher de celle qu'il vénère comme un dieu, et qui aura selon lui la seule été capable de le comprendre et de comprendre sa situation en tant qu'être humain doté de sentiments simples. Bizarrement, aussi simplement que cela puisse paraître, c'est à cause de cette raison que la vie elle-même de Misaki Kanzaki sera totalement détruite. Elle perdra amis, famille, protection personnelle, sans parler du travail des enquêteurs qui vont devoir ruser afin d'atténuer la folie maladive de Nasu d'un côté, mais aussi de Misaki de l'autre, qui va commencer petit à petit à désespérer sur sa situation. Tristement, c'est comme cela que va se conclure l'épisode du jour. J'espère qu'il vous aura plu à toutes et tous. Je vous retrouve personnellement d'ici fin décembre afin de vous gratifier du dernier épisode de l'année. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.